Aujourd'hui, nous sommes avec Nathalie, qui est colombienne et qui est venue étudier en France et qui va nous parler de son expérience, comment elle a fait pour pouvoir venir étudier en France et nous parler aussi de son expérience ici. Bonjour Nathalie. Bonjour Ena, merci de cette invitation ici aujourd'hui. Je suis très ravie d'être avec toi pour Et partager mon expérience. moi aussi, je suis très contente que tu aies répondu à cet appel. Première question, pourquoi as-tu voulu venir étudier en France? C'est une histoire assez intéressante parce que j'ai voulu étudier et vivre en France depuis toujours, depuis que j'ai 13 ans. J'avais envie d'être ici en France et dès que j'ai fini ma licence en Colombie, j'ai commencé à rêver dans quel pays je pourrais être pour faire le master. Bien sûr, c'était la France. J'ai commencé à étudier le français quand j'avais 13 ans en Colombie à l'Alliance française. Et là, je me suis dit, bon, je me lance, je suis prête, c'est le pays de mes rêves et je suis prête pour démarrer mes études ou bien bon commencer ou continuer mes études en France et c'est comme ça que j'ai cherché les manières d'être ici, de commencer les études et de voyager en France pour y habiter. Qu'est-ce que tu étudies? En Colombie, j'étudie la psychologie. J'ai fait 5 ans de psychologie en Colombie. Je suis psychologue en fait. En Colombie, c'est assez différent les études en Colombie et en France. Et maintenant, je fais le master de psychopathologie clinique et santé à l'université de Nantes. Pour étudier en France, quelles ont été les démarches que tu as dû faire? Je suis venue ici en France pour apprendre le français au début. J'ai fait la démarche avec une agence qui faisait les liens entre la Colombie et la France et ils m'ont aidé à commencer les français dans un institut privé à Montpellier, au sud. Ils m'ont orienté sur les visas, quels étaient les documents que je devais fournir. Mais après, pour les masters, j'ai fait comme je pense tous les Français qui font le master et sur la plateforme mon master. Et j'ai fait la démarche là. J'ai rempli tous les formulaires, tous les documents. La première fois que je l'ai fait, j'étais pas acceptée dans aucune Mmh. université. Je me suis postulée à 10 à peu près, 10, 13 universités partout en France. J'étais pas acceptée. Donc j'ai fait encore une fois l'année d'après. Et là, j'étais prise ici à Nantes. C'était surtout sur mon master, mais après j'ai dû traduire presque tous mes documents, tous les relèves des notes, et il y a plein bien sûr, des différences entre la Colombie et la France et par rapport aux documents, par exemple les bacs, les relèves des notes, et en Colombie les études sont par semestre, pas par année. Donc j'avais toutes les notes par semestre. Ils m'ont demandé ici en France les notes par année et Ah, c'était assez OK. compliqué parce que c'est une différence. Donc peut-être c'est ça la démarche que j'ai dû faire en plus qu'en français, surtout la traduction. Essayer de trouver quelle était l'équivalence de France et Colombie pour bien remplir l'espace D'accord. dans la plateforme. Et donc dans tout ça, qu'est-ce qui a été le plus compliqué? Moi, je pense que c'était surtout de trouver l'équivalence, bien comprendre, par exemple, les bacs ou les relèves des notes ou les moyennes, par exemple, faire l'équivalence entre la Colombie et la France. En Colombie, par exemple, toutes les notes sont sur 5 points. Et ici en France, on sur 20. Donc, j'ai dû faire la conversion de quels étaient les rapports de si j'avais 4,5 en moyenne dans ma licence, quelle était l'équivalence ici en France, et que j'ai dû faire toutes les démarches toute seule. Donc, je connaissais pas vraiment la plateforme, je connaissais pas les systèmes d'éducation en France, que c'est assez particulier, c'est assez différent. Je pense que c'est pour ça que la première fois que j'ai fait la démarche de master, j'étais pas acceptée parce que peut-être il avait beaucoup de fautes, oui, des documents qui n'étaient pas bien remplis, peut-être. Et c'est pour ça que j'étais pas prise, peut-être. Mais dans la deuxième fois, j'ai essayé de chercher bien l'information, de me préparer, de demander aussi à l'université à Montpellier de Paul Valéry. J'ai eu quelques conseils et auprès de ça s'appelle, je me rappelle pas trop, mais c'est l'accompagnement de la vie professionnelle après les études. Donc, ils m'ont beaucoup aidé à bien comprendre la plateforme et bien fournir tous les documents. Mais oui, peut-être c'était le plus difficile, la démarche de faire l'équivalence et bien comprendre comment je peux mettre en valeur mes connaissances et tout mon parcours. Parce qu'en plus, j'ai déjà 4 ans d'expérience Mmh. professionnelle. Donc, bien mettre en valeur ça pour que ça corresponde bien aux attentes des universités en France. Et justement, quand tu as vu que tu n'étais pas acceptée dans les facs françaises, est-ce que tu as eu envie d'abandonner?
Non, pas du tout. Non. Parce que mon rêve d'être ici en France était toujours allumé, je sais pas comment dire. J'avais un autre plan, une autre idée, un autre schéma. Donc, je me suis dit, bon, je continue à apprendre le français à l'université et après, je relance. Donc, non, c'est pas l'idée d'abandonner maintenant. J'avais déjà commencé tous les processus. J'étais déjà dans les pays de mes rêves. J'ai fait le travail de mes rêves aussi, que c'est la psychologie en ligne. Donc, non, j'avais pas envie d'abandonner, mais parfois, j'avais cette phrase en tête de pourquoi je me suis embarquée dans cette démarche si lourde, si difficile, si compliquée. Si en Colombie, je suis déjà psychologue, je peux déjà travailler, c'est ma langue, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai mes collègues psychologues qui peuvent m'aider, bien sûr. Donc, parfois, j'avais cette phrase de dans quel moment j'ai eu cette idée très compliquée, peut-être, mais pas abandonnée pour l'instant. Et justement, dans toutes ces démarches, est-ce que tout t'a paru nécessaire? Un peu, parce que je comprends que, surtout pour les études et pour la vie professionnelle, les universités et la France doivent être sûres d'avoir une professionnelle qui remplit tous les éléments qu'il faut. Donc, je comprends que c'est nécessaire de demander autant de documents, mais à la fois, parfois, c'était répétitif. Donc, je devais remplir les profils, par exemple, sur mon master, sur mon expérience, mon stage et tous les documents de la vie personnelle, quoi, de les coordonnées. Et à la fois, je devais faire un CV pour chacune des universités avec cette information. Et après, avec chaque inscription, je devais remplir le stage, l'expérience professionnelle. Donc, parfois, je les trouvais trop répétitif. C'était d'informations que j'avais déjà fournies. Et bien que je sais que c'est important, c'est nécessaire pour être sûr que la personne est prête pour démarrer un master. Et parfois, c'était trop répétitif. Et aussi les démarches administratives en général pour les titres de séjour, pour le logement, enfin. Par rapport au logement, est-ce que ça a été facile d'en trouver un? Parce que je sais que pour les étudiants, c'est Mm. difficile. Ça peut être très difficile de trouver un logement. Et toi, en plus, qui venais de Colombie, est-ce que ça a été très compliqué? Le premier logement que j'ai eu, et c'était l'agence qui m'ont aidé à trouver un logement parce que justement, c'est ça les travaux qu'ils ont fait et c'est pour ça que j'ai payé. Donc, les premiers mois des logements que je suis arrivée étaient déjà accordés avec l'Institut et une famille d'accueil. L'institution de langue à Montpellier faisait les liens entre les familles d'accueil et les étudiants qui arrivent. Donc, en première, c'était assez simple, entre guillemets, parce que c'était déjà accordé avec l'agence et l'Institut. Mais après, c'était juste un mois de logement. Après, j'ai Ah, dû trouver un autre logement. Je me suis appuyée surtout sur la communauté des Latinos en France et des Latinos à Montpellier, parce qu'entre nous, on peut s'aider beaucoup et on a beaucoup d'informations à partager. Donc, c'était comme ça que j'ai trouvé les 12e logements. C'était une sorte de colocation avec avec une famille colombienne. Et après, c'est surtout les bouches-oreilles entre latinos qui nous recommandent écoute, je vais laisser mon appartement, ce que tu veux, je peux parler avec mon propriétaire. Donc, on fait beaucoup les liens et les connexions entre nous. Mais je sais que c'est assez difficile de trouver un logement. Et quand je me suis déménagée ici à Nantes, c'était assez difficile parce que j'avais pas de contact sur Nantes et j'ai dû trouver les logements pour moi-même. Et en plus, j'étais pas sur Nantes, j'étais à Montpellier, donc j'avais pas la possibilité de venir et visiter les appartements, de faire toute la démarche comme il faut. Et il y a beaucoup d'arnaques, bien sûr. oui, Donc, il faut aussi. être attentif. Et quand on est nouveau en France, au début, on comprend pas comment ça marche les arnaques. En France, on sait qu'en Colombie, il y a beaucoup d'arnaques, comme partout, je crois. Mais on ne connaît pas bien comment ça passe, donc c'est assez facile de tomber sur une arnaque, et surtout avec les logements. Donc, quand j'étais à Montpellier, je cherchais beaucoup et je me demandais comment je pouvais faire pour trouver un logement sans me déplacer jusqu'à Nantes pour visiter l'appartement parce que c'est long. Et en plus, c'est cher. Mais bon, à la fin, j'ai trouvé une plateforme. J'ai payé un abonnement d'une année pour utiliser les plateformes et c'était sécurisé. Et c'était comme ça que j'ai pu trouver un logement à Nantes. Et justement, tu parlais de payer une plateforme. Est-ce que venir en France et donc faire toutes ces démarches et payer certaines choses que tu viens de dire, financièrement, est-ce que ça coûte très cher? Oui,
venir en France est très cher, surtout parce que l'économie en Colombie et en France est bien sûr très différente. Les pesos colombiens est bien au-dessus de l'euro. Donc, si ici quelque chose coûte, je sais pas, 10 euros, en Colombie, c'est 40 000 pesos colombiens. Donc, c'est assez différent. Donc, pour moi, que je suis colombienne, c'était assez cher. Et au début, bien sûr, j'avais mes pesos colombiens, mais j'ai dépensé en euros, mais j'ai gagné en pesos colombiens. Ouais. Donc, ça rend les choses assez chères. Là, je peux voir que tu parles très bien français. Tu as Merci. dit aussi que tu avais appris le français à l'Alliance française en Colombie. Mais Oui. malgré tout, est-ce que le niveau de langue que tu avais en Colombie était suffisant pour pouvoir venir en France? Est-ce qu'il faut un niveau de langue ou est-ce que même sans parler français, on peut venir étudier en France? Ok, là j'ai deux réponses parce que oui, on peut venir habiter et apprendre le français en France sans savoir français parce que il y a des visas étudiants pour commencer le français. Donc, par exemple, l'institution dans laquelle je suis arrivée et à Montpellier, j'ai commencé en B1, mais il y avait A1, A2, B1, B2, C1, C2. Donc, on peut le faire pour apprendre le français. Mais après, si on veut faire en licence, par exemple, il faut avoir un minimum B2. Et par exemple, pour les masters, je devais avoir C1. Si on veut venir que pour apprendre le français, c'est bien si on ne sait pas. Mais si c'est pour les études supérieures, et il faut avoir un niveau. Et après, il y a la vraie vie au-delà des études et dehors de l'institution. Donc, pour communiquer avec les propriétaires de logements, pour faire les démarches, pour faire des courses, des choses simples dans la vie quotidienne, il faut avoir un niveau de français quand même. Même si on arrive avec un A1 ou pas du tout de français, on doit avoir quelques bases ou quelques notions ou quelques vocabulaires pour communiquer dans la vie de tous les jours. Avant d'entrer à la fac, est-ce que tu as eu des épreuves spécifiques à passer ou juste tes études en Colombie suffisaient pour aller en master? Des épreuves en plus, je pense pas. Et seulement les niveaux de français, là, j'ai mis 12 ans, peut-être un an et demi pour bien apprendre le français et valider le C2. J'avais déjà en tête que c'était ça les épreuves peut-être que je devais surmonter pour après aller en master. Mais proprement pour les masters, non, j'ai pas eu une épreuve spécifique. J'ai dû faire la démarche auprès de ENIC NARIC, que c'est l'institution qui valide les études. Donc, j'ai fait la démarche avec eux pour valider la licence de Colombie ici en France et pour commencer le master, pour m'autoriser à commencer le master parce que sinon, j'aurais dû commencer la licence, les L1. Et j'ai fait ces démarches. Oui, je ne fais pas des épreuves, mais j'ai fait beaucoup de démarches pour bien démontrer que j'avais les niveaux de français et de psychologie en Colombie et que je suis dans les compétences de continuer ici en France dans le master et après dans la vie professionnelle. Et après, dans les démarches, comme tout le monde, j'ai fait la CV, j'ai fait la lettre de motivation, que c'était assez nouveau pour moi. J'avais jamais fait de lettre de motivation. Et après, les entretiens auprès de jury de l'université. Mais ça, c'est une démarche pour tout le monde. Et est-ce que pour ce master, tu as une aide financière ou une bourse scolaire? Et non, pas Non? du tout. Pas moi. Je travaille en même temps en tant que psychologue en ligne en Colombie. Donc, c'est là que je gagne de l'argent, on va dire. Et mes parents, ils m'aident pas. Je reçois aucune aide. Peut-être une petite aide comme les repas à 1 euro que propose les CRUS. Et après, la CAF pour les logements. Ce sont les deux aides qui me viennent en tête. Mais après, j'ai fait l'argent pour moi-même et je paye tout. Et c'est pas compliqué de travailler et de faire des études en même temps? Oui, c'est très compliqué parce que, par exemple, en Colombie, les masters sont souvent les vendredis et les samedis. Parce qu'en Colombie, quand on est en master, on est censé de travailler en même temps, à peu près tout le D'accord. monde. Et parce qu'après on a validé la licence, on fait 5 ans de licence. Donc après la licence, on a déjà les droits à travailler en tant que psychologue. Donc les masters, ce sont des psychologues qui travaillent déjà et les universités savent cette information et proposent des masters sur le vendredi et samedi, à peu près presque tous les universités. Mais ici en France,
comme c'est différent. Et on fait la licence de 3 ans et après tout de suite le master. Donc les étudiants sont toujours des étudiants. Ils ne sont pas des professionnels, pas encore. Donc tous les cours sont tous les jours. J'avais des cours de 8 heures jusqu'à 20 heures et avec une pause de 12 heures pour les déjeuners et c'est tout. Et donc c'était assez compliqué de travailler en même temps des études. Un avantage que j'ai personnellement, c'est que comme je suis indépendante, un peu comme psychologue en libéral en Colombie, j'ai la possibilité d'être flexible avec mon emploi du temps et je peux bien coordonner mes patients, soit entre semaines, dans la semaine, soit les samedis. Donc, je travaille beaucoup les samedis parce que c'est les créneaux que les patients peuvent le plus. Mais oui, mais parfois, par exemple, j'ai finissé les cours à 17 heures, j'arrivais à 18 heures chez moi et j'ai commencé avec une patiente de 18 heures jusqu'à 20 heures, jusqu'à 21 heures. Et après, il faut réviser tous les travaux qu'on doit faire, les dossiers. Après, pendant les examens, il faut beaucoup, beaucoup réviser et les travaux en équipe, les exposés, etc. Donc, c'est assez lourd de travailler en même temps qu'étudier. Et même si je travaille 15 heures par semaine, je fais même pas le maximum autorisé pour les étudiants, que c'est 20 heures. Et en tant qu'étudiante étrangère, j'ai droit à travailler, mais jusqu'à 20 heures par semaine. Donc, j'ai fait D'accord. 15 heures. Je suis bien sûr au-dessous, mais c'est assez lourd. C'est très, très compliqué. Et tu parlais des examens, des dossiers à rendre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de pas du tout comprendre un cours ou un examen? Peut-être pas un cours en entier, mais quelques mots, parfois quelques expressions ou quelques, oui, des vocabulaires, parce qu'en plus, la psychologie, c'est un métier assez particulier avec beaucoup de mots très spécifiques, très scientifiques. Donc, parfois, j'ai du mal à bien comprendre les mots, les vocabulaires essentiels. J'essaye de lire beaucoup en parallèle aux mes cours et mes études. Mais oui, parfois, ça m'arrive de ne pas comprendre quelques mots, quelques expressions. Et après, et dans les examens, on a par exemple 1 heure pour faire une étude de cas et je dois lire en français, réfléchir en français et écrire en français. Et c'est juste 1 heure pour faire tout ça. Donc parfois, je sens un peu la pression que j'ai pas tous les vocabulaires ou la grammaire, par exemple, pour bien rédiger et les réponses. Donc ça, je me sens un peu en disadvantage. Désavantagé? Oui, désavantagée par rapport à mes collègues et qui sont français, bien sûr. Donc tu parles très bien français, mais peut-être qu'à l'écrit, c'est un peu plus compliqué puisque le français, c'est pas forcément simple à écrire. Est-ce que tu penses que si tu savais bien l'écrire parfaitement, est-ce que tu penses que tes notes seraient meilleures? Est-ce que tu penses que la langue, ça peut avoir un impact dans les notes? Oui, je pense que ça a un impact et surtout parce que les examens sont anonymes. Donc peut-être je me dis si les profs corrigent mon examen, sachent que je suis pas française, peut-être il y aura un peu plus de perspective pour me noter. Mais comme tous les examens sont anonymes, je sais pas s'ils me notent en disant oh c'est une française qui n'écrit pas très bien, qui n'a pas d'orthographe, qui n'a pas de rédaction. Donc là je sais pas vraiment. J'ai pas raté pour l'instant, j'ai tout validé, mais ce sont des notes, on va dire, assez bas par rapport à les notes que j'avais en Colombie. En Colombie, j'avais des notes de 16, 17, 18 tout le temps. Et ici, j'ai 11, 12, 10. Donc, ce sont assez différents. Et après aussi avec les travails. Si je travaillais pas, ça serait plus facile à bien réviser, bien comprendre, bien me consacrer aux études. Mais parfois, je dois bien sûr prioriser mon travail et mes patients, c'est mon soutien économique qui est révisé. Peut-être pas les langues, mais le fait de travailler en même temps qu'étudier et consacrer le temps qu'il faut. Et est-ce que tu t'es sentie bien intégrée par tes camarades? Pour l'instant, oui, ils sont assez bienveillants et assez gentils. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est tous psychologues, donc on a un peu d'empathie, un peu de bienveillance, mais je sens une différence culturelle de comment on crée des liens entre nous. Et en Colombie, on fait des amis très rapidement, on crée des liens très rapidement. Ici, à la fac, tout le monde est gentil, on est très bien entre tous, mais je sens pas que on arrive à créer un vrai lien d'amitié, par exemple. D'accord. Donc, c'est assez, je veux dire, superficiel, mais parce que c'est une relation très amicale à la base et bienveillante et on va dire les basiques pour la convivialité de tous les jours.
Mais oui, c'est assez compliqué de bien comprendre quels sont les codes culturels pour arriver à faire une amitié avec un Français, une Française. Et après, parfois, je suis trop fatiguée de parler tous les jours en français, écouter tous les jours en français. Et après, faire la socialisation en français, ça me fatigue beaucoup. Donc, parfois, je prends la décision d'avoir des amis colombiens ou des amis latinos avec lesquels je peux parler en espagnol. C'est moins des charges cognitives pour moi et laisser la charge cognitive de la langue que pour les études. Donc, D'accord. peut-être que ça a un impact aussi sur les liens que je peux faire avec mes collègues. Oui, c'est ça que j'ai en tête pour l'instant. Et bien sûr aussi l'écart d'âge. Mes collègues à la fac, ils sont 21, 22 ans, j'ai 27, j'aurai 28 cette année, donc ça a un impact, bien sûr, aussi sur la connexion qu'on peut avoir. Par rapport à l'intégration ou même par rapport aux cours, au système français, est-ce que tu as déjà eu envie d'abandonner, la fac et retourner en Colombie? Non, parce que j'ai déjà commencé. Je me D'accord. dis, si j'ai déjà commencé, je dois aller jusqu'au bout. J'ai fait beaucoup d'efforts. C'était une fois que j'étais pas prise, donc c'était un échec, on va dire. Et après, j'ai fait encore une fois la démarche et encore une fois l'effort de bien comprendre comment ça fonctionne le système français. Donc, pour l'instant, j'ai pas envie d'abandonner. Parfois, je me sens trop fatiguée et j'ai aussi en tête la phrase de dans quel moment j'ai eu cette idée de venir en France, faire un master dans notre langue, etc. Mais non, mais je crois que c'est plus, pour moi, c'est plus l'envie de finir, de réussir l'objectif que j'ai me poussé moi-même, qui est d'abandonner pour l'instant. Et oui, et après, je suis en train de faire la démarche de valider les titres de psychologue en Colombie, ici en France, auprès de la commission des psychologues, on va dire, des psychologues praticiens. Et donc après, je me dis, si jamais je valide pas les masters, j'espère que ça sera pas le cas, mais si jamais je valide pas le master, j'ai d'autres opportunités, d'autres chemins, d'autres façons d'arriver au même objectif. J'essaie de ne pas me coincer sur un objectif, une seule démarche, mais de avoir plusieurs chemins en tête pour ne pas me décourager. Tu dis que tu es déjà psychologue et la question qu'on peut se poser, c'est dans ce cas, pourquoi continuer en master et pas arrêter et juste faire le travail de psychologue? Parce qu'il faut valider les titres. Et quand je suis arrivée en France, je ne savais pas que je pouvais valider les titres auprès de la commission des psychologues. C'est une démarche que j'ai appris il y a 3 semaines, en vrai. Donc, c'est assez récent. Peut-être si j'avais su, peut-être je l'aurais fait avant. Mais pour moi, c'était la seule option de valider les titres de psychologue, c'était faire un master. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé la démarche. Et après, en plus, c'est un titre de psychologue clinicien. C'est pas justement les titres de psychologue, donc je voudrais en tout cas continuer ma vie professionnelle et renforcer ma vie professionnelle avec le petit accompagnement des cliniciens. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je voudrais faire des études en plus. Même en Colombie, je l'aurais fait. J'aurais fait un master en psychologie clinique. Et donc, c'est dans un côté pour valider les titres, mais dans un autre côté pour renforcer mon propre titre et avoir Mmh. une spécialité. Tu as quand même dépensé, je pense, beaucoup d'argent pour venir en France et donc si là, tu arrêtes la fac et tu te dis: «Je retourne en Colombie», est-ce que financièrement ça a des conséquences? Oui, peut-être les conséquences de acheter les billets d'avion Mmh. déjà pour y retourner. Et après, il faut penser aussi à toutes les choses que j'ai déjà achetées ici en France. On va dire je sais pas, les vêtements, les petits trucs pour décorer la maison, etc. Les choses pour la cuisine. Tout ça, ce sont des dépenses que j'ai déjà fait et je peux pas les amener avec moi en Colombie. Donc, je dois soit me d'embarrasser, soit les vendre. Je pense qu'en tout cas, si je prends la décision de retourner en Colombie, pour moi, c'est pas un échec, au moins. C'est pas un regret non plus. C'est pas l'impression de, oh, j'ai beaucoup dépensé, c'est une gaspillage d'argent parce que c'est pas vrai. Au moins, j'ai essayé. Si jamais je retourne en Colombie, au moins j'ai essayé, au moins j'ai fait l'effort. Et si jamais ça arrive pas, bon, ça arrive pas et ça, c'est pas grave. Mais peut-être que c'est pas l'argent les choses qui me choqueraient.
le plus. Et parce que j'ai déjà dépensé ça. Donc, soit si je reste ici en France, soit si je rentre en Colombie, c'est le même argent que j'ai déjà dépensé. Donc, moi, je pense que plutôt l'impact, ça sera les choses que j'ai déjà ici et je dois faire quelque chose avec. Et après, je dois retourner chez mes parents, j'aurai pas mon propre espace, mon indépendance, je dois commencer à chercher un nouvel appartement, etc. Donc ça sera plutôt la partie plus compliquée. Et avant de venir en France, comment tu imaginais la vie étudiante française? Euh, je pense que je l'imaginais pas. J'avais juste l'envie d'être en France, mais j'imaginais rien du tout. Non, vraiment, j'imaginais rien. Et je me suis dit, peut-être c'est un peu comme la Colombie, on aura des courses, on aura des examens, on aura des travails en groupe. Mais vraiment, j'imaginais presque rien. J'avais juste l'envie de me lancer et de venir ici. Mais j'avais pas des attentes. Et est-ce que tu conseillerais à un étranger de venir étudier en France? Oui, mais il faut être un peu sûr, il faut être un peu convaincu d'y venir. Il faut que ça soit pour soi-même et pas pour une autre personne. Parce que quand on prend la décision de vivre dans un autre pays, ce sont beaucoup de choses à envisager et beaucoup de pertes qu'on a. On a la perte de la langue, on a la perte de la famille, on a la perte des amis, on a la perte des habitudes, de la culture, on a beaucoup de pertes. Donc moi, je me dis, si quelques personnes veulent venir en France, soit pour travailler, soit pour étudier, soit pour son conjoint, il faut être vraiment sûr que ça, c'est une décision qu'on prend pour soi même et qu'il y a d'autres chemins, il y a d'autres façons de faire les choses et pas se coincer dans une seule façon de faire les choses ou dans un seul objectif parce que si jamais on n'arrive pas, on aura beaucoup de frustration. Donc moi, je conseillerais de venir en France étudier, mais on doit être vraiment sûr. Sinon, on peut rester dans les pays d'origine et ça, c'est aussi bien. Et est-ce que tu voulais d'abord commencer tes études en Colombie et après venir en France? Ou est-ce que tu avais déjà envie de venir étudier dès le début? Oui, j'avais envie, depuis que j'ai 13 ans, j'avais envie d'être ici en France et je suis venue quand j'avais 15 ans pour voyager en tant que touriste et j'ai trop aimé la France. Bon, j'étais seulement à Paris, mais c'était un bon début pour bien comprendre la France. Et après, quand j'ai fini l'école, le lycée, c'était surtout ma mère qui m'a poussée à faire les études ailleurs de la Colombie et on avait cherché comment étudier en France parce que je savais que c'était la France et j'ai étudié dehors de la Colombie, c'était bien sûr la France, pas un autre pays. Mais à ce moment-là, c'était trop cher pour mes parents et j'avais pas la possibilité de travailler parce que j'étais mineure. Donc à ce moment, on s'avait dit, OK, non, on arrête les rêves, on arrête les projets et j'ai commencé les études en Colombie. Et après, quand j'ai fini la licence, c'était ma mère qui m'a poussée encore une fois. Elle m'a dit, est-ce que tu veux partir? Est-ce que tu veux étudier dehors? Tu peux faire le master. Maintenant, tu peux travailler déjà, donc tu peux te débrouiller un peu plus. Donc, on a fait la démarche. Mais oui, j'avais envie depuis toujours, vraiment. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir? Pourquoi la France? Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu as adoré la France? Vraiment, je sais pas. Je sais jamais répondre à ces questions et tout le monde me la pose. Bon, j'ai étudié dans son lycée français, entre guillemets, mais c'était quel énorme parce qu'il n'y avait pas de choses en français Ah. dans l'intérieur de l'école. On avait quelques cours à la semaine, c'était 1 ou 2 heures à la semaine de cours de français, mais pour moi, c'était pas suffisant. Donc, je me suis inscrite à l'Alliance française parce que vraiment, j'avais envie de la France. Et pour moi, français, c'était égal à la France. Je n'avais pas en tête qu'il a existé bien sûr, au Canada, qu'en Canada, on parlait français, ou en Afrique, par exemple, qu'on parlait français aussi. Pour moi, français, c'était la France. Et j'avais toujours envie, mais vraiment, je ne sais pas pourquoi. J'avais juste dans mon cœur l'intention d'y venir. Et j'étais la petite fille qui avait toute la chambre remplie de tableaux, de la Tour Eiffel, etc. Donc, c'est la seule question que je ne peux pas répondre. Et en venant vivre ici, qu'est-ce qui t'a surpris?
Bon, une chose que je vois beaucoup à l'université ou qu'on n'a pas beaucoup en Colombie, c'est l'utilisation de papier. Parce que ça m'étonne un peu que tout s'imprime et qu'on utilise beaucoup de papier ici en France. Il y a beaucoup de choses digitalisées, bien sûr, mais je pense qu'il y a une culture de résistance face à la technologie. Je ne sais pas si c'est juste mon impression ou mon expérience, mais il y a beaucoup de choses en physique, en présentiel. On doit aller rendre les CV, aller rendre les lettres de motivation. C'est pas bien vu si on l'envoie via email. Donc ça, pour moi, c'est assez étonnant. Quoi de plus, les terrasses, ça m'a surpris un peu parce que j'aime bien la culture des terrasses, de sortir et prendre une verre dans la rue, on va dire. Et après, la culture de travail aussi, parce qu'en France, vous êtes très consciente de quels sont les horaires pour travailler, quelles sont les limites, quelles sont les choses qu'on doit faire et on ne doit pas faire. Donc ça, j'aime bien qu'on a un respect ici en France de la vie professionnelle et la vie personnelle des gens et on essaye de ne pas dépasser ces limites de si on finit à 17h, on finit à 17h. On ne restait pas jusqu'à 20h, 21h au bureau. Donc ça, j'étais surprise et j'ai bien aimé. Oui, je pense que ça. Oh oui, peut-être une autre chose que j'étais surprise, c'est la résistance aussi aux langues étrangères. Donc la difficulté avec l'anglais, surtout avec l'anglais, et la fermeture peut-être de quelques Français à comprendre ou à apprendre une autre langue. Donc ça, j'étais un peu surprise parce qu'on a l'impression en Amérique latine qu'en Europe, comme vous êtes tous proches, vous parlez plusieurs langues. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont la maman d'Italie, les papas espagnols, mais la personne est née en France. Donc, on dirait, ah, c'est une personne qui parle trois langues. Mais en fait, non, c'est une personne qui parle qu'une langue, le français. Donc ça, j'étais assez étonnée. Et par rapport à la sécurité, parce que en France, on a l'image de la Colombie qui est un pays dangereux, beaucoup de drogue. Et en France, bon, c'est pas pareil. Est-ce que donc tu t'es senti quand même beaucoup plus en sécurité qu'en Colombie? Oui, c'est bien sûr la sécurité est assez différente par rapport à la Colombie, mais quand même, on doit faire attention tout le temps, partout, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut arriver. En plus, j'ai dit que j'ai un peu la tête des Colombiennes tout le temps, de faire attention tout le temps, de bien garder le portable, de ne pas faire des choses qui me mettent en danger. Mais bien sûr, ici en France, en plus, comme j'habite pas à Paris, je sais que Paris, c'est une autre histoire. J'habite à Nantes et avant j'habitais à Montpellier. Ce sont des villes assez tranquilles par rapport à la Colombie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Nantes ou Montpellier ce sont des ghettos. J'ai déjà entendu que ce sont des ghettos. Je me dis, bon, on connaît pas les ghettos alors parce que ce sont trop différents. Mais en général, je me sens assez tranquille, mais on doit faire attention tout le temps en tout cas. Et surtout à la rue, surtout si on est fille, surtout si c'est nuit, si c'est trop tard. On doit faire attention. Par exemple, maintenant que je veux rentrer en Colombie pour l'été, pour les vacances, je suis un peu angoissée par rapport à la sécurité parce que je sais qu'ici en France, je suis assez tranquille. Mais quand je rentre, bon, on verra. Parce que c'est la première fois que je rentre après 3 ans. C'est une Ça va nouvelle être un... expérience. Est-ce que tu as déjà eu le mal du pays? Non, la Colombie, ça me manque pas du tout. Parfois, la nourriture, ça me manque un peu. Bon, moi, j'arrive bien à trouver des ingrédients pour les recettes colombiennes. Et après, je trouve qu'ici en France, on mange assez bien. Il y a des bonnes nourritures, on trouve des bons restaurants. Et en plus, il y a toute la culture bio que j'aime bien. C'est une culture française de bien manger, manger sainement. Donc ça, j'aime bien. Et après, non. Désolée, j'ai pas les mal du pays, pas pour l'instant. Il y a des gens qui me disent que peut-être après 5 ans, 10 ans, 15 ans, je l'aurai peut-être, mais comme je suis assez nouvelle ici en France et je suis à la découverte tout le temps, et peut-être ça me maintient en émotion, en découverte. Et tu disais, ça fait 3 ans que tu n'es pas retournée en Colombie. Alors ta famille, je pense qu'elle te manque, même des amis que tu avais là-bas. Non, Non? désolée, non. Et non, ma famille, bon, mes parents, ils sont venus l'année dernière. Donc moi, je les ai vus. Cet été, mon frère, il va venir aussi. On va faire une petite Eurotrip avant de rentrer en Colombie. Je vais rentrer en Colombie avec lui.
Mais après, si ça peut rester entre nous, entre nous et ceux qui nous écoutent. Et je suis pas très proche à ma famille. Et c'est aussi un argument pour lequel je suis venue en France pour avoir un peu plus de distance avec eux. Ça m'a fait du bien. J'ai senti que j'ai beaucoup progressé en distanciel. Et donc, ça me manque pas beaucoup d'être avec eux. J'essaye d'être en contact. Je parle avec, surtout avec ma mère toutes les semaines. Et on fait des visios une fois par semaine à peu près. Mais je suis contente de ne pas être là. Ça me manque pas. Et après, les amis, on reste en contact sur WhatsApp, sur Instagram. Et en plus, tous mes amis savaient que j'avais envie de venir en France. J'ai fait des nouveaux amis ici et ça me fait du bien aussi. Et donc, à partir de quand tu t'es réellement sentie intégrée en France? Je pense que je me sens pas intérêt en France et je sais pas si je sentirai ça un jour parce que en tout cas je reste comme une Colombienne tout le jour, toute la vie. Je suis colombienne et ce sont mes racines que je peux pas nier. Je peux pas laisser les racines colombiennes. Il y aura toujours un écart par rapport au français, par exemple par rapport à l'enfance et j'ai grandi dans une culture, une dynamique très différente que les Français. J'ai pas de références culturelles des enfants, quand on est petit, les années 2000, je ne les sais pas. Donc, moi, je pense que je serai jamais totalement intégrée. Il y aurait toujours un écart. Mais pour l'instant, je me sens à l'aise. J'aime bien les pays, j'aime bien les villes où j'habite, j'aime bien l'université dans laquelle j'étude et j'aime bien les gens qui traversent mon chemin, je dis comme ça, que je peux rencontrer dans mon chemin, même si ce sont des gens qui restent ou des gens qui partent. J'essaye de bien profiter de l'expérience et profiter les choses bien et autant que les choses mauvaises, parce que ce sont des choses qui font partie de l'expérience en entier. J'ai perdu le fil, désolée de la question, mais oui, si je me suis enterrée, oui, on va dire 50%. Est-ce que tu penses qu'un jour tu te sentiras française? Non. Et je vais pas non plus parce que je suis colombienne. Je suis colombienne et peut-être j'aurais beaucoup de choses françaises, ça c'est sûr. De la culture, des petits mots que je sors, même quand je parle espagnol, il y a des petits mots en français qui me viennent en tête. Des petites habitudes comme la terrasse, j'aime bien la terrasse. J'aime bien l'apéro, j'aime bien les goûters, j'aime bien toute la culture autour de la nourriture en France. Mais non, je pense que je serai toujours colombienne. Ça fait partie de ma vie, de mon histoire, de ma culture, de mes racines. Et peut-être un jour, je serai moitié française, moitié colombienne, mais pas 100% française parce que je suis pas française 100%. Et pour la fac, est-ce que tu préfères le système français ou le système colombien? Est-ce que tu trouves peut-être que le système français est mieux adapté ou est-ce que le système colombien est mieux adapté, même pour la vie future, pour rentrer dans le monde du travail? Je pense qu'en France, c'est plus rapide parce qu'en France, on fait la licence en 3 ans et après les masters 12 ans et on est déjà prêt pour travailler. Mais en Colombie, on fait 5 ans de licence et la société nous pousse à faire 12 ans de master. Et après, bon, avant le master, c'est 12 ans de spécialité, on l'appelle. Et après, 12 ans de master. Et après, si tu fais plus de master, ça c'est mieux. Et ça, c'est assez fatigant, bien sûr. Donc, moi, je trouve qu'ici en France, c'est un peu plus rapide et on peut commencer à travailler plus rapidement. Et ça, j'aime bien, j'apprécie beaucoup. Oui, pour l'instant, c'est ça. Comme j'ai pas encore fini le master, je sais pas comment ça marche dans le marché du travail. Mais oui, ici en France, ça se passe bien. Est-ce que tu as envie de dire d'autres choses sur ton expérience ou est-ce que tu as envie de dire des choses aux Français? Oui, peut-être une chose qu'on n'a pas parlé beaucoup, mais qu'on doit tenir en compte et face aux étrangers, c'est quand on prend la décision de voyager, de migrer, c'est aussi une expérience émotionnelle. C'est pas juste l'expérience de physique de changer de lieu, c'est l'expérience comme j'ai bien dit, de perdre beaucoup de choses, de changer beaucoup de choses et les changements viennent avec d'adaptation. On doit s'adapter très rapidement, mais c'est très difficile aussi parce que ce sont beaucoup de changements. Par exemple, si on change, même si on change de ville dans un même pays, imaginons on a un Français face à nous qui a changé de Montpellier à Paris, c'est assez difficile de s'adapter, de comprendre la culture, de comprendre les transports, même si on parle la même langue. Alors, imaginons les gens qui viennent de la Colombie, qui c'est trop différent,
qu'on a la famille très loin, on a les amis trop loin, on a la culture, la nourriture, etc. très loin. Et même si je sais que mon expérience a été assez bonne et je suis très contente avec la France, c'est pas pareil pour tout le monde. Il y a des personnes qui galèrent beaucoup parce que ils ne se sentent pas très à l'aise avec les Français, la langue, je dis la langue française, les démarches sont compliquées, peut-être ils ont une bonne relation avec la famille, donc il manque beaucoup la famille. Moi, surtout, le message que je veux transmettre, c'est que l'expérience de changer de pays, c'est une expérience émotionnelle très intense, très difficile et que les gens ne voient pas. On pense que changer de pays, c'est juste changer de maison et trouver un travail, et voilà, c'est tout. Mais non, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas remplacer, on ne peut pas trouver et que pour la plupart des personnes, ça manque. Je dirais ça, c'est un peu le message. Même si j'ai pas vécu la même intensité émotionnelle, c'est difficile pour tout le monde. Bah, merci pour cette interview. Merci Et pour donc, m'avoir invité. tu as dit que tu étais psychologue en ligne. Donc, peut-être qu'on peut donner tes coordonnées. Bien sûr, pour tous ceux qui veulent me contacter, je suis sur Instagram comme psi.Nathalie Soto, Nathalie avec THY. Et pour l'instant, j'ai fait des consultations en ligne en espagnol, mais lorsque j'aurai validé mon titre, je commencerai à faire des consultations pour les Français et les Françaises. Surtout, je vois des femmes. C'est mon public est plus fréquent et vous pouvez me trouver là-bas sur Instagram. Ok, merci. Merci Merci beaucoup à toi pour aussi. cette interview. À bientôt. À bientôt.